toujours sur cette thématique ombrelle de la réparation, un autre angle, un autre sujet, et non des moindres. Vous avez pu parcourir déjà son livre, Justice, la colère qui monte pour une refondation complète de la justice aux éditions de l'Observatoire. Trop lente, trop incertaine, incompréhensible, la justice est aujourd'hui affublée de tous les maux et atteinte de tous les maux. Alors me direz-vous, comment lui faire confiance à cette justice à la fois bureaucratique, pantagruélique et gloutonne de millefeuilles réglementaires et normatifs? Alors si comme elle, vous sentez la colère monter, je vous invite à écouter celle qui a décidé de plaider sa cause et surtout sa refondation sans mettre la poussière sous les lambris. Béatrice Brugère nous rejoint, vous l'applaudissez. Installez-vous Béatrice, merci d'être avec nous et de nous faire l'amitié de partager vos convictions et de faire ce fameux plaidoyer. Pourquoi il y a cette éternelle incompréhension sur comment ça fonctionne, sur cette justice? Qu'est-ce qu'on peut dire en décryptage? Ah, on cherche un petit micro. Le voilà. Merci. Alors, bonjour, d'abord, merci pour cette invitation. Je suis même contente qu'on parle ici, dans cette assemblée de justice, ce qui n'est pas une évidence, en vrai, parce que c'est un sujet qui est assez méconnu, la justice. La justice fait peur, la justice n'est pas très connue des citoyens, et quand ils la connaissent, souvent, c'est à leurs dépens. Soit ils sont victimes, soit ils sont auteurs. Donc dans les deux cas, c'est jamais une bonne place, parce que quand vous êtes auteur, voilà, en général c'est assez inconfortable. Et quand vous êtes victime, vous vous rendez compte que parfois c'est un parcours du combattant pour être reconnu dans sa place de victime. Et puis aussi, la justice, c'est aussi un angle mort des débats politiques et des débats publics au sens plus général. Moi, je suis assez surprise de voir à quel point elle est assez éclipsée d'une réflexion, alors qu'en fait, elle concerne tout le monde. D'une manière ou d'une autre, on est tous un peu confrontés un jour à la justice. Ne serait-ce que dans sa vie civile, on peut avoir des enjeux d'adoption, de naissance, de changement de nom, de succession, de divorce, etc., etc. Je veux dire, il n'y a pas que la justice pénale. Il y a aussi toute la justice commerciale, économique. Voilà. Donc, en fait, les contrats, tout ça fait qu'en général, il est rare qu'un citoyen n'ait pas un jour affaire à la justice. Or, elle est souvent maltraitée et surtout, elle est traitée plus sur le plan pénal ou dans une forme de bashing, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la justice pénale. D'ailleurs, la France adore, c'est une spécialité française, tout ce qui est crime. On est très bon sur les séries, sur la femme. On aime que ça fasse les gros titres, en fait. Oui, en fait, on se passionne pour le pénal et on oublie souvent le civil. Juste pour positionner, parce que c'est pas inintéressant d'avoir ça en tête, la justice civile, c'est 2 millions d'affaires traitées par an. La justice pénale, c'est un peu plus de 4,5 millions d'affaires qui sont aussi, de plaintes qui sont traitées. Donc c'est quand même une énorme masse de choses. Et c'est vrai que dans le débat public, dans la pensée politique, on parle beaucoup plus de sécurité, je reviendrai là-dessus, que de justice. Là, la sécurité, le droit à la sécurité, l'insécurité, on voit même d'ailleurs que c'est devenu un enjeu majeur sur les programmes politiques. C'est l'immigration. Même le driver Mais la justice, finalement, on en parle très peu. Alors, cette justice, vous disiez, c'est intéressant, Béatrice, par rapport au fait que quelque part, c'est pas qu'on joue leur vie, on joue notre vie de citoyens, mais presque, j'allais dire, vie personnelle, vie économique aussi, pour les entrepreneurs. Et il y a cette problématique de manque de lisibilité, alors qu'on se dit, merci Jean-Pierre, je fais confiance à la justice de mon pays. Donc, illisibilité, incompréhension versus confiance.
Tout à fait. Alors, on vit beaucoup sur des mythes et des représentations sur la justice. Pardon, vous m'entendez? Oui, pardon. On vit beaucoup sur des mythes et des représentations. C'est-à-dire qu'on a une vision, à mon avis, assez fausse de la justice parce qu'elle est méconnue. Et on a paradoxalement cette phrase assez incroyable qui est parfois dite par des hommes politiques ou des gens en vue qui disent non mais quand ils sont mis en difficulté, moi je fais confiance en la justice de mon pays. C'est assez paradoxal parce qu'en c'est vrai, un peu comme si on bottait en touche, hein, quelque part. oui, c'est non, je fais confiance. En fait, personne ne fait confiance, surtout pas ceux qui sont mis en cause en général. Mais c'est une espèce de phrase comme ça, rempart ou paravent. On dit on fait confiance dans la justice de notre pays. Ce qui est intéressant, et par rapport aussi au sujet de la réparation sur lequel on va parler, puisque c'est votre thème, c'est que la notion de confiance est une notion qui est aux fondations, au fondement d'une société. Pourquoi ? Parce qu'en fait, alors la confiance, c'est pas tout à fait pareil que, enfin, elle peut se décliner, en tout cas, sur la méfiance, sur la défiance. C'est quelque chose qui est graduellement déclinable. Mais la confiance, elle est aux fondations. Pourquoi ? Et on a tort de ne pas s'y intéresser plus parce qu'on est dans un système de contractualisation. On est sur un contrat social. En fait, on est sur des sociétés fiduciaires. C'est-à-dire que c'est la confiance qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas tous en train de s'entretuer. Pourquoi ? Parce que, pour prendre 2-3 exemples, il faut bien réfléchir là-dessus, qui fondent la possibilité de vivre ensemble, vous avez confiance dans l'État parce qu'il va vous protéger. Donc vous déléguez, ce qui évite la vengeance, vous déléguez votre sécurité économique, sécurité des biens, sécurité des personnes, à l'État parce que vous lui faites confiance. Mais la confiance, c'est aussi tout le système monétaire. On l'oublie souvent. D'ailleurs, je ne veux pas vous effrayer, mais par exemple, si vous déposez votre argent à la banque, vous faites confiance à la banque et vous avez oublié, mais en fait, votre argent ne vous appartient plus. L'argent appartient à la banque. Donc, elle a une créance envers vous. Vous Donc, avez c'est un contractualisé système quelque part. Fiduciaire. Si demain, vous n'avez plus confiance dans votre banque, c'est déjà arrivé d'ailleurs dans certains pays, ça provoque un effet de panique, les gens vont retirer leur argent d'ailleurs, et là, le système s'effondre tout de suite. C'est-à-dire que le système ne fonctionne plus en quelques minutes. Donc la confiance est aux fondations du système fiduciaire. Par exemple, d'ailleurs, si vous avez un billet, $1 américain, regardez votre billet américain, c'est marqué « In God we trust ». C'est-à-dire que le billet américain, le système monétaire, est quasiment d'ailleurs le système fiduciaire le plus important, avec la protection de vos frontières, la protection de votre personne. Et la justice, comment elle est aussi au fondement de cette confiance qui permet de vivre ensemble, c'est-à-dire qui permet de faire société, c'est qu'en fait, vous déléguez à un tiers, un garant, qui est le magistrat, qui est censé être un tiers impartial et neutre, 3 choses principales. Première chose, il faut vraiment l'avoir en tête, le magistrat, qui doit être ce tiers garant, est celui, et c'est dans la Constitution, celui qui protège vos libertés individuelles. C'est-à-dire que le magistrat vous garantit des libertés essentielles de circuler, liberté d'expression, liberté de vote, toutes les libertés individuelles sont garanties par le magistrat. Ça, c'est le premier point. C'est la Constitution. Deuxième point. On a tendance à l'oublier. Le magistrat, il est garant aussi de l'état de droit. On l'a vu avec l'intervention d'ailleurs d'Alain Juppé, qui nous a expliqué comment, lui qui est au sommet de l'ordre judiciaire avec le Conseil constitutionnel, il est garant de l'ordre normatif, c'est-à-dire de la Constitution, de son application, y compris garant des élections d'ailleurs au passage, mais c'est ce qui garantit en fait l'état de droit. Donc là, on est au fondement et aux fondations de la démocratie. Donc si vous n'avez plus confiance, là, deuxième problématique, c'est-à-dire 1, vos libertés, 2, le système même démocratique, 3, il est garant, et c'est ce que je préfère d'ailleurs dans la fonction du juge, et ce qui est à mon avis le plus abîmé, si on doit parler de réparation, il est garant des plus faibles, des plus fragiles.
il est garant, il doit protéger. Alors, on a cette expression qui parfois fait sourire, la veuve et l'orphelin, mais en réalité, cette expression, elle est magnifique parce que, en fait, le juge est celui qui permet de réparer le tissu social. En fait, une société, elle se mesure aux marges, de la manière dont elle traite les plus faibles, dont elle relègue peut-être dans les prisons, dont elle traite les personnes âgées. Je crois qu'il y a eu des interventions, les enfants, enfin bref, les plus faibles. Et en fait, la qualité, si je peux parler ainsi, d'une société, elle se mesure non pas au centre, mais aux marges. Or, la justice, aujourd'hui, elle a changé de nature. En 3 points, très rapidement. Ouais, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Hein. Oui, mais il faut comprendre aussi comment ça fonctionne. Oui. Les missions, elles sont très importantes et la confiance que l'on donne dans les missions de la justice sont importantes. Mais il faut comprendre aussi son périmètre d'action. Son périmètre d'action a été modifié très rapidement. D'abord, parce qu'il y a eu une extension du domaine, non pas de la guerre, quoique on n'en sait rien, mais une extension du domaine de la norme. Alain Juppé aussi en a parlé. On est en train de mourir sous une surabondance de règles et de normes et de lois. Donc, si vous faites énormément de lois, énormément de normes, qui l'applique, qui en est responsable, c'est le magistrat. Donc, plus vous avez de normes, plus le juge a du pouvoir, y compris jusque dans votre vie la plus privée et la plus intime. Il vient s'intéresser à tout. Donc ça, c'est la première chose. Donc le juge, c'est pour ça que la confiance dans la justice est importante, parce que son périmètre d'action, il est en vrai immense. Il est vaste. Il est immense. Donc la norme lui donne ça. Deuxièmement, celui qui a le pouvoir dans une société, aujourd'hui, c'est celui qui a le dernier mot. Les politiques le savent bien, puisqu'ils sont en défiance vis-à-vis de nous. Et aujourd'hui, dans une société où tout est norme, celui qui a le dernier mot, ce n'est pas le politique, c'est le juge, y compris jusqu'au juge européen. Enfin, on peut décliner, si vous voulez, sur le système de la hiérarchie des normes. Et le politique le sait très bien, puisqu'aujourd'hui, dès qu'il fait une loi, il dit « Ah, qu'est-ce que va penser le Conseil constitutionnel ? Ah, qu'est-ce que va nous retoquer le Conseil d'État ? Ah, qu'est-ce que le juge judiciaire, qui méprise, va encore nous faire ?» etc., etc. Donc, en vrai, le pouvoir du juge, ça c'est son deuxième pouvoir, c'est celui qui a le dernier mot. Donc, quand on parle, alors j'ai entendu Alain Juppé qui dit « Nous ne sommes pas dans un gouvernement des juges parce que nous ne sommes pas saisis ». Oui et non. En vrai, ce n'est pas si juste. Parce que dans une société où tout est norme et que celui qui a le dernier mot est le juge, ce n'est pas un gouvernement des juges, mais en tout cas, c'est un énorme pouvoir du juge. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point ? C'est un point extrêmement important. Et troisième point, alors c'est quelque chose d'un peu technique, mais quand même qui est important à avoir en tête, c'est qu'il y a eu une modification très importante sur le rôle du juge, qui aujourd'hui peut appliquer ce qu'on appelle, alors il y a peut-être des juristes ici, le principe de proportionnalité. C'est-à-dire que dans le foisonnement des normes qui existent, le magistrat, même le petit juge, c'est-à-dire le petit juge d'en bas, peut dire « Ah, mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette norme » au nom du principe de proportionnalité. C'est-à-dire qu'on intègre la possibilité pour un juge d'une subjectivité du juge en disant « Moi, j'estime que ce n'est pas proportionnel, j'écarte cette norme ou je l'apprécie différemment ». Donc en fait, on a énormément de pouvoir. Alors moi, je voudrais qu'on revienne. Pardon, et pourtant, on est très faible. Alors, pardon de vous couper. Ce livre est très intéressant. Cette justice qui est déconnectée quelque part des attentes des citoyens. Alors tout a été tenté pour réparer. On met de l'argent, on fait du recrutement, les ministres nous lancent des beaux discours. En fait, c'est un peu, et c'est ce que vous dites, c'est une crise du modèle qui arrive un peu à saturation. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous proposez pour réparer ? Quelles seraient les pistes, les bonnes pistes ? Ah déjà, je suis dans les solutions. Alors, on va faire un petit état des lieux rapide. Ah oui, mais très rapide parce que le temps passe vraiment. Il nous reste à peine 10 minutes. Hein, donc bon, voilà. Alors, je vais essayer d'aller en style mitraillette. D'abord, la justice, qui est censée réparer, subit un paradoxe, c'est qu'elle-même est très abîmée, premièrement. Deuxièmement, est-ce que c'est le rôle de la justice de réparer ? Pendant très longtemps, absolument pas. La justice a eu pour rôle de trancher, au contraire, trancher les litiges. Donc c'est l'inverse de la réparation. Vous coupez, vous tranchez. Troisièmement, peut-on réparer l'irréparable ?
C'est-à-dire que tant qu'on est sur du matériel, de l'argent, tout ça, c'est réparable. Or, la justice n'est pas de ce domaine-là, puisque la justice, en fait, s'occupe autant des corps que des âmes ou des esprits, comme on veut, et de la psychologie. Et en fait, il y a des blessures qui sont irréparables. La perte d'un enfant, enfin, il y a des choses qui ne sont pas réversibles. Donc, comment la justice peut-elle réparer? Mais la réparation n'a pas été, au départ, l'objectif premier de la justice. Son objectif premier, c'était de sanctionner au contraire les crimes et de trancher les litiges. Il est vrai qu'aujourd'hui, et tant mieux, et je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, la justice a une mission de réparation. Évidemment, les victimes doivent être prises en compte. Or, aujourd'hui, pour répondre très vite, la justice ne fonctionne plus. Elle est dans un système de saturation totale. Plus on met des moyens et des personnes, elle n'avance pas. Moins ça marche, oui. Alors, moi, j'aime bien... C'est quoi? C'est la complexité bureaucratique? On parle en fait, beaucoup de choc, de simplification. Pour faire très simple, c'est l'obsolescence d'un modèle. Nous avons un modèle qui est complètement obsolescent, qui ne fonctionne pas, qui est sur une idéologie qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le milieu hospitalier, qui est le New Public Management, qui est une vision comptable des stocks, des flux. Or, la justice, c'est ni des stocks, ni des flux, c'est de l'humain. Ça nous parle, hein, parce que oui. C'est pour ça qu'on est dans des expressions comme lent comme la justice. Hein, Exactement. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que même notre ministre Dupond-Moretti, qui avait dit en 2022, ce qui avait fait un scandale, je viens de réparer la justice. Donc comment attendre que la justice vous répare si elle-même doit être balayer devant réparée. sa porte. C'est-à-dire qu'elle-même ne fonctionne pas, donc imaginons qu'elle aura du mal à réparer les autres si elle-même doit être réparée. Et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que en fait, le système est tellement obsolescent. Il n'y a pas de RH, on est sur un système vertical. Comme je l'ai dit, on a des missions qui n'en finissent plus avec des moyens extrêmement contraints, armée mexicaine, hein, etc. On n'a pas interrogé la pertinence de nos modèles, de nos organisations et de nos valeurs. Du coup, aujourd'hui, on pense que mettre de l'argent et des moyens suffit à réparer. Donc c'est une vision comptable. Or, moi je fais juste appel très rapidement à une chose très différente. Je pense que la justice est l'ordre de ce que Hannah Arendt dit, l'œuvre de culture. Ça tombe bien, on est à Avignon, et très proche d'ailleurs du théâtre, parce qu'en fait c'est le lieu du tragique. L'audience est une scène de théâtre où l'humain, dans une forme de discursivité, est à la recherche de la vérité. Donc c'est pas juste une application du droit. En fait, l'application du droit, c'est froid, c'est rigide. La justice, c'est pour ça qu'elle ne pourra jamais être remplacée, je pense, par l'IA ou par les nouvelles technologies. C'est qu'en fait, c'est cette capacité à discerner le bien du mal avec une intelligence. Appréciation, en fait. Hein. Le droit, en fait, n'est qu'un cadre d'exercice. Le droit n'est pas une finalité. Qu'est-ce que vous proposeriez, vous en parlez dans le livre, d'ailleurs, Béatrice, pour pallier ces problématiques, pour justement... parce que même des partenaires institutionnels comme la police ont moins confiance à la justice. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres pays, par exemple? Oui, alors moi je pense, alors sans avoir toujours ce bashing en disant que c'est toujours mieux ailleurs et que nous on ne sait pas faire, je ne suis pas du tout dans cette démarche. Je pense que déjà il faut sortir d'une démarche comptable autistique. Il faut écouter, d'ailleurs c'était le titre, écouter en fait les attentes et pouvoir y répondre dans une société où le temps est devenu une majeure de la réflexion. C'est-à-dire que le temps s'accélère, ce qui est une forme de violence d'ailleurs, parce que ça force tous les rythmes normaux de l'être humain, mais d'une société. Et plus la société va vite, plus la justice va lentement. Puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en rajoutant des moyens et des personnes, en fait, les délais s'allongent. Je vous donne un exemple pour vous dire que c'est vraiment un problème aussi très français. Sur la justice civile, aujourd'hui, pour avoir un jugement civil, il faut 637 jours, quand la moyenne européenne est de 237 jours. Déjà, on a un vrai problème. On voit bien que c'est une problématique française. Si vous faites appel, vous rajoutez 607 jours. Pour le pénal, je ne vous parle pas des chiffres parce qu'ils vont vous déprimer, mais donc on voit bien que c'est tout le système qu'il faut changer. Toute l'organisation, en fait, hein, vous parlez de RH. Les pistes. D'abord, c'est réhumaniser la justice. Moi j'en ai mis quelques-unes comme ça. Alors c'est un peu compliqué de les lister parce que ça fait un peu catalogue à la Prévert. Mais je pense que déjà, il faut que la justice puisse, ça semble un peu bizarre, juger. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne juge plus.
Ah oui, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne juge plus. D'abord, on ne juge plus au pénal. Sur 4,5 millions de procédures, arrivent devant un tribunal 12%. Il faut savoir que sur 4,5 millions de procédures, c'est-à-dire des plaintes, vous en avez à peine 30% des faits commis. Donc, je ne sais pas si vous voyez le dégraissage. Donc, aujourd'hui, les magistrats ne sont plus en capacité de juger. Nous n'avons plus les moyens de juger. Nous jugeons à peine 12% des affaires. Tout le reste part dans des alternatives, de la régulation de stock. Alors, on a des noms magnifiques. Mais le fait de ne pas juger, de ne pas prendre le temps d'écouter la parole des gens, d'écouter les victimes, de redonner une place aux victimes, me semble déjà un problème fondamental. Donc, il faut changer notre système et notre manière de juger. Une piste au civil, puisque le civil est important. Mon syndicat, et d'ailleurs ça a été repris par le ministre et on en est très fiers, a proposé de développer ce qu'on appelle la médiation, c'est-à-dire les MARD, les nouveaux modes de règlement amiable. C'est-à-dire au lieu d'aller à la castagne, la querelle, la procédure, du dilatoire, de la déloyauté, des procédures qui n'en finissent jamais, un coût énorme. Et en termes de réparation... Et un temps énorme. Et voilà, en termes de réparation, quand la réparation arrive 10 ans après, c'est trop tard. Ça veut dire faire parler les parties entre elles. Exactement, c'est-à-dire redonner la place, ce qui est très intéressant, aux citoyens qui redeviennent acteurs de leur propre process et faire de la médiation pour éviter de la technicité, du droit, etc. Les pays anglo-saxons le font depuis longtemps, nous, on ne le fait pas. Ça me semble une piste extrêmement intéressante pour aller plus vite, pour que les citoyens se réemparent de leur procès et surtout aient une solution. C'est intéressant parce que on peut faire un parallèle peut-être à gros traits avec ce qu'on fait en termes de ressources humaines. C'est exactement la même chose. On est, Xavier le disait tout à l'heure, c'est à l'allemande, c'est la cogestion, la co-construction. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il faut penser que la justice peut se rendre de manière différente et il faut avoir le courage de réinterroger nos façons de faire. C'est-à-dire que moi, j'ai pas peur de la complexité. Tout le monde dit la complexité, c'est horrible, etc. Moi, la complexité, c'est au contraire, en fait, le fait qu'une société soit civilisée. Moi, j'ai peur de la simplicité, j'ai peur du simplisme, j'ai peur du binaire, j'ai pas peur de la complexité. Par contre, ce que je veux pas, c'est la technobureaucratie. Alors ça, la technobureaucratie, l'hypernormativité... Obésité. Mais oui, la bureaucratie, ça, on en crève. Mais la complexité, c'est une valeur qu'il ne faut pas dénier. Mais par contre, l'abondance de normes, la procédure inutile, etc. Béatrice, vous parliez du civil. Oui. Au pénal, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que vous l'avez dit, on est très avide de ce genre de... Voilà, il y a du sang, il y a c'est ça. Au pénal, on a une grande difficulté, puisque je vous le dis, on ne juge pas. Même le haut du spectre, ce que j'appelle la grande criminalité, fait qu'aujourd'hui, on vit sur des préjugés et des modalités qui sont complètement à contresens et à contretemps. C'est-à-dire qu'on est trop lent, on n'exécute pas, on poursuit tout, mais en fait, on ne juge rien. Donc, vous voyez, le paradoxe, c'est quand même assez intéressant. Je pourrais vous donner des chiffres, ils sont vertigineux. En réalité, on travaille pour rien. On épuise nos forces, qui sont quand même restreintes. Juste, quand même, pour vous, et beaucoup de gens font la RH ici, pour 4,5 millions de procédures au pénal, qui est juste l'écume de la criminalité, et 2 millions au civil, qui est aussi pas tout ce qu'on peut imaginer. Combien de divisions? 9000 personnes. J'ai entendu, je crois que le groupe IGS, c'est déjà 1000 personnes. 9000 personnes, dont 8000 seulement sont en activité. Donc déjà, ça vous donne aussi un état des lieux, un budget aussi dont on dit qu'il est exceptionnel. Il n'est pas exceptionnel, la courbe a juste monté. En fait, on est sur à peu près entre 10 milliards d'euros. C'est le budget de la mairie de Paris, de la ville de Paris. Donc ça veut dire, on voit que le budget n'est pas assez important, qu'il est mal réparti, oui, mais qu'il y a un millefeuille. Pour le pénal, une solution, une piste? Pour le pénal, c'est pareil. Il faut, puisque en fait, on s'aperçoit qu'en France, on ne fait pas de criminologie. Les anglo-saxons en font depuis très longtemps. Sherlock Holmes et tout ça. Non, mais plus sérieusement, ils font de la criminologie. Ça veut dire qu'on s'aperçoit, quand on fait un peu de l'étude de la réalité, que vous avez 60% des délinquants, 60% des faits commis par les délinquants qui représentent à peu près 5 à 10% de toujours les mêmes auteurs. Donc au lieu de poursuivre tout le monde à l'aveugle, ce que les anglo-saxons font, c'est qu'en fait, ils ciblent les délinquants
et dès le plus jeune âge, les plus prolifiques, on va dire, ceux qui sont déjà dans des parcours de délinquance, et ils mettent le paquet là-dessus, ce qui mathématiquement fait baisser la délinquance. Ah ouais. 2 chiffres quand même. En France, on est recordman aujourd'hui des homicides au niveau européen. On a le taux le plus important et ça ne va pas s'arrêter. Et je regardais hier soir un article du Figaro, qui est en ligne pour ceux que ça intéresse. On a des chiffres qui sont en train d'exploser sur les atteintes aux personnes. Il faut bien comprendre que la faiblesse de la justice est à mettre en corrélation avec l'augmentation de la violence. C'est-à-dire plus on sera faible, plus il y aura de la violence. Parce que justement, on est incapable de la prendre à la racine. Autre piste de réflexion, et là je me suis inspirée des Pays-Bas. Je sais qu'on a quelqu'un des Pays-Bas ici, mais leur modèle est assez intéressant. Ils font exactement l'inverse de nous, par exemple, sur l'exécution des peines, puisqu'on est au pénal. Ils incarcèrent très court, très vite. Nous, on incarcère très tard, trop long. Donc en fait, on a une surpopulation dans les prisons. Oui, et des cycles trop longs, quoi. Et eux, ils stoppent tout de suite les parcours de délinquance. Ça ne désocialise pas parce que c'est très court, ce que j'appelle les ultra courtes peines, c'est entre 7 et 14 jours. Mais ça impacte. Et tout de suite, ça impacte. Notamment chez les mineurs, c'est important. Quand je dis mineurs, c'est surtout les mineurs qui sont déjà presque majeurs, qui sont déjà dans une confrontation avec la norme. Donc ça recadre. On peut recadrer. Alors, je voudrais, pour terminer, avant de vous laisser rapidement la place aux questions, vous avez coutume de dire aussi, Béatrice, qu'il faut remettre de la sérénité, parce que c'est vrai que un magistrat, vous citiez le nombre de personnes, hein, un magistrat excédé, il ne va pas forcément appréhender les sujets avec sérénité pour produire, j'allais dire, de la bonne justice. Hein. Oui, moi je pense que c'est un autre angle mort de difficulté de la justice, c'est l'absence de RH. C'est-à-dire que si vous n'avez pas en interne un système qui est, je dirais même pas bienveillant, mais qui est juste déjà, qui est capable d'aller chercher des compétences, de les remercier, de les promouvoir, d'organiser, d'avoir une vision du travail qui soit intelligente, stratégique, etc. En fait, si vous avez une maltraitance intérieure, c'est un écosystème, les gens ne seront pas des bons magistrats. Par exemple, aujourd'hui, nous avons énormément, puisqu'il n'y a que ça qui marche, c'est-à-dire on est en état d'urgence, on fait des comparaisons immédiates, puisque je vous ai dit, on ne juge plus, donc on ne juge que maintenant en comparaison immédiate, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est-à-dire des procédures extrêmement rapides. Vous pouvez juger maintenant jusqu'à 3h, 4h du matin, etc. C'est-à-dire que ce sont des magistrats qui commencent à juger. Moi, ça m'est arrivé parce que j'étais juge antiterroriste. On enchaînait des audiences. On commençait à 9h du matin. On finissait à 2-3 heures du matin, en non-stop. Donc, évidemment, on est des êtres humains. On est comme tout le monde. On a aussi une capacité d'écoute et de résistance qui est réelle. Et ça, cette maltraitance intérieure, cette absence de prise en compte de la RH est une erreur stratégique parce qu'on sous-estime les bienfaits sur la performance d'une organisation, de miser sur les hommes. Et c'est vrai que ce n'est pas les machines qui vont nous remplacer, elles peuvent nous aider, ça c'est sûr, mais là on a une défaillance mais absolument béante d'une organisation pyramidale héritée de Napoléon. Bien bureaucratique comme il faut. Très bureaucratique, où, et ça c'est quand même intéressant, surtout pour ceux qui font de la RH ici, les chefs sont irresponsables. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet de défiance. C'est à la fois notre impartialité qui peut être remise en cause, notre laxisme, notre inefficacité, etc., qui sont des critiques tout à fait justes. C'est aussi notre irresponsabilité. Est-ce qu'on peut imaginer une entreprise où tout le monde est hyper responsable, sauf le chef? Chez nous, c'est possible. Faut applaudir. Béatrice. Justice, la colère qui monte, je vous conseille cet ouvrage aux éditions de l'Observatoire pour une refondation complète de la justice. Qui a une question, une réaction? Je ne sais pas qui, c'est Lionel? Lionel. Oui, je te vois pas. Donc directeur, je m'occupe d'une école qui forme des jeunes à la fonction RH et je voudrais venir, parce que évidemment je suis sensible au parcours de formation des futurs magistrats, mais également des futurs avocats. Et je me suis rendu compte que dans leur parcours à l'école d'avocats, dans les différents barreaux, ils ont 1 heure, 1h30 sur la médiation. Et dans le parcours à l'ENM, c'est très limité aussi. Est-ce que ça a évolué? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, c'est la révolution en marche.
sans jeu de mots, puisqu'en fait, c'est ce que j'expliquais. Alors moi, je ne suis pas vraiment représentée, je suis à la tête d'un syndicat qui ressemble plus à un think tank, puisque en fait, on est réformateur. On est le seul syndicat où on ne fait pas de corporatisme et on ne fait pas de politique. En tout cas, c'est comme ça qu'on conçoit les choses. Et donc, on a fait des propositions, et c'est là où on a vendu, il n'y a pas d'autre mot, au ministre de la Justice, la médiation. Donc c'est complètement, on est en train de changer tout le système de la médiation, mais c'est un changement culturel en vrai qui va prendre du temps et avec des résistances intérieures que vous n'imaginez pas. Donc on était 4 au départ à y croire. On a persuadé le ministre et c'est comme s'il avait vu la Vierge. Il est complètement... C'est la médiation. Alors c'est génial pour lui parce que ça coûte rien, il ne faut pas trop faire de loi dans des budgets restreints et en termes de com, c'est génial. Mais en réalité, ça va être un long parcours de changement intellectuel et culturel. Vous ne passez pas d'une logique de la castagne, de la procédure, de la querelle, etc., à une logique de médiation. Mettons-nous autour de la table, quand même. C'est vraiment un changement culturel. Mais nous, on travaille à ce que ce changement avance. Et il y a eu des ambassadeurs qui ont été nommés. Et il y a tout un travail aussi pour les avocats, parce que pour l'avocat, c'est tout simple, c'est quel est son intérêt économique. C'est-à-dire qu'une médiation, ça prend pas... Justement, c'est beaucoup plus court. Il ne va pas pouvoir facturer... J'espère qu'il n'y a pas trop d'avocats ici, que je ne suis pas enregistrée. Mais bon, il ne va pas pouvoir facturer des heures de la procédure. En plus, dans la procédure, en général, le client il ne comprend rien. Non, mais c'est vrai. Donc, il dit non, mais ce n'est pas ma faute, c'est la faute du juge, il est débile. En plus, il a encore envoyé. Bon, bref. Donc, ça marche. Il y a quand même un intérêt économique qui fait que c'est un accompagnement de tous les acteurs qui se fera, je l'espère, parce qu'on y travaille. Autre question, est-ce que quelqu'un veut réagir ? Oui, Fabien, et puis... Bonjour. Moi, j'avais une question. Bon, l'inventaire est absolument parfait en matière de justice. Je crois que vous contrôlez mieux que personne le dossier. Mais moi, j'avais une question à vous poser, parce que la justice, on lui reproche cette lenteur, et vous l'avez très bien développée. Mais cette lenteur, finalement, aujourd'hui, ce qui s'est substitué à la justice, finalement, c'est la justice médiatique. Et vous n'en avez jamais parlé. Et ça, c'est depuis 4-5 ans. C'est-à-dire, comment on sait que la justice est très très lente en matière de féminicide, en matière d'infanticide, en matière de pédophilie, etc. Des dossiers graves en tout cas. Et finalement, aujourd'hui, il y a une autre justice qui s'est mise en place. Et ça, vous n'en avez pas parlé. C'est cette justice médiatique qui a un pouvoir absolu, c'est-à-dire qui condamne en une semaine ce qu'un tribunal n'a pas fait. Finalement, c'est une forme de substitution injuste ou juste, peu importe. Après, là, tout dépend où on se place. Mais ça, c'est étonnant que vous n'en parlez pas, vous, dans vos fonctions. Est-ce que vous en êtes consciente ? Alors, j'en parle dans mon livre. Fabien. Je voulais en parler là, mais c'est vrai que le temps est assez restreint. Contraint. Oui, merci c'était ta question. Poser la question, donc je vais vous répondre. Si, bien sûr, pour moi, c'est un enjeu fondamental, c'est-à-dire que ça a plein d'impacts. Un, comme on est trop lent, les autres sont plus rapides pour nous, parce qu'on a besoin de ça. Deux, la justice médiatique répond à une notion que René Girard a très bien décrite, qui est celle du bouc émissaire. C'est-à-dire qu'on a besoin tout de suite de mettre au pilori dans la société, de trouver un coupable, surtout dans une société qui est très victimaire. On entretient la victimisation, ça fait oui, vendre. Victimaire et paradoxalement où les victimes sont maltraitées. Au passage, je referme la parenthèse. C'est-à-dire qu'on n'a pas les côtés positifs du côté victimaire. Et en fait, la justice médiatique, elle est très grave. Pourquoi ? Parce qu'en termes de réparation, c'est souvent une atteinte à la présomption d'innocence et à la réputation. Pour le coup, il y aurait toute une réflexion qui sont quasiment irréparables, en tout cas en l'état. Parce que ça va tellement vite qu'une information en pousse une autre. Une fois que vous êtes mis au pilori, c'est terminé. Et la justice, je sais, je dois faire très court, mais on ne sait pas faire, nous. Et la justice... Vous avez remarqué ? La justice ne communique pas. Ça, c'est un autre sujet que je n'ai pas eu le temps d'aborder. C'est-à-dire que dans un monde où c'est la communication qui règne, nous ne communiquons pas, nous ne parlons pas. Donc, si vous ne parlez pas, les autres parlent pour vous. Et souvent, ils parlent mal, premièrement. Et deuxièmement, sur les principes, le problème de la justice médiatique, c'est qu'il n'y a pas, bien sûr, le respect de la présomption d'innocence, mais surtout, il n'y a pas le respect du contradictoire. C'est-à-dire que sur un plateau média, vous n'avez jamais l'auteur et la victime en face qui peut argumenter. Et ça a été le cas, d'ailleurs, sur quelques dérives, j'ose le dire, qui était le mouvement de MeToo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens se sont fait mettre en accusation et ils n'ont pas...
moi je m'en fiche qu'ils soient coupables ou pas coupables, mais en tout cas on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer. Et donc c'est une très mauvaise justice, c'est du lynchage en vrai, la justice médiatique. Donc il y a une urgence pour nous à aller beaucoup plus vite. D'ailleurs sur le pénal, je propose comme au civil de créer des juges de paix comme sur le modèle anglo-saxon, qui est aussi une autre façon pour faire participer les citoyens, parce que les juges de paix sont des citoyens, à la justice de tous les délits que l'on ne traite pas. Mais je referme ma parenthèse. Question très courte, Enoch, et réponse très courte, s'il vous plaît. Et puis après, C'est une pression sur la justice. Hein. Oui, mais vous avez dit que vous preniez votre temps. Je résiste. Et vous prouvez que vous existez aussi, donc c'est très bien. On va faire court. Moi, je vais faire le parallèle avec le sport. Je sais que pour arriver dans le haut niveau, on aime bien harmoniser les pratiques et aller voir ce qui se passe de mieux ailleurs. Et je me demandais si dans la justice, c'était pour vous possible, et si c'était fait, d'harmoniser les pratiques et notamment de s'inspirer de ce qui se fait de mieux. On a parlé des Pays-Bas, de l'Angleterre. Est-ce que pour vous, c'est possible et est-ce que c'est fait au niveau de la justice? Oui, c'est possible. Pour, hein, oui, on a dit. Hein. Oui, devant témoin. Alors, oui, c'est possible. Non, ce n'est pas fait. Ça va? Elle est trop forte. On va l'applaudir. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été avec nous.